Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, le lancement officiel de la boutique du projet Brouhaha, l'ouverture officielle du magasin Le Gros Trappeur de Nedlec, rencontre avec Mireille Bourque, présidente d'élection de la MRC, suivi sur la situation des pirates de Ville-Marie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Infotémis. Le 8 septembre dernier se tenait l'ouverture de la boutique éphémère Brouhaha. Éphémère signifie qu'elle va demeurer ouverte pour la durée d'1 mois et qu'ensuite elle va fermer, renouveler son matériel et ouvrir de nouveau. Celle-ci, située dans les locaux du Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue à Ville-Marie, sera ouverte les vendredis soirs et samedis pendant la journée. La boutique vient d'un projet engendré par le Carrefour Jeunesse-Emploi et dirigé principalement par Alex Patnaud, chargé de projet pour le CJET. Sa mission principale est la préparation ou le retour à l'emploi grâce à divers ateliers manuels tels que la menuiserie ou encore la couture. 6 participants âgés de 18 à 35 ans ont pris part au projet. Les jeunes ont ainsi pu confectionner des tables, cadres, coussins à partir de matériaux recyclés. Des vêtements personnalisés également dont la création des dessins sont le fruit de leur imagination. La boutique propose également à la population d'apporter eux-mêmes leurs casquettes pour imprimer une image choisie. Le but de la boutique est un renouvellement constant pour que les prochaines cohortes puissent profiter des mêmes cours et matériels. Dans le fond, le projet était dans l'objectif de la préparation à l'emploi des jeunes de 18 à 35 ans. Le projet donne des outils viables pour les aider à trouver un emploi, mais aussi à remettre en action et revivre l'équivalent d'un travail. C'était dans le but d'avoir un projet entrepreneuriat et d'avoir un moyen de former des jeunes. D'ailleurs, le Carrefour Jeunesse-Emploi est en plein recrutement pour ce type de projet si jamais certains sont intéressés. TV Témis était sur place lors de l'inauguration. Voici le reportage. Aujourd'hui, dans le fond, c'est l'inauguration de la boutique Brouhaha. Fait que là, je suis en train de faire du barbecue parce que les gens ont faim. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on ouvre notre boutique. C'est une première au Témiscamingue, ce type de boutique-là. Donc, on a bien hâte de voir tous ces beaux gens-là qui vont venir. Le projet Brouhaha, pour moi, c'est un projet de préparation à l'emploi. Ce qui veut dire que, dans le fond, on aide des jeunes, 18-35, à retourner, à acquérir des outils pour retourner sur le marché du travail. C'est ça, on leur donne des outils, viables et pour à long terme, pour le retour au travail, pour se remettre en action aussi, parce que des fois, quand ça fait longtemps que tu n'es pas sur le marché du travail, c'est pas toujours évident de faire le grand saut. Fait qu'on on les permet de se remettre en action puis de revivre, dans le fond, l'équivalent quasiment d'un travail. Mais dans le fond, le début du projet, ça a été beaucoup un travail d'équipe, de voir comment on peut créer un projet entrepreneurial et qui va aussi donner une expérience de travail aux jeunes. On a commencé par avoir une idée de dire on va utiliser des matériaux recyclables, on va les former en menuiserie, en couture, en sérigraphie, puis on s'est fait une programmation. Donc, à l'intérieur d'une semaine de travail, ça va ressembler à quoi? Il y a des moments pour la formation, des moments pour la production, des moments pour des visites en entreprise. On a vraiment établi le canevas d'une semaine de travail, en sachant très bien que notre idée de base allait sûrement évoluer puis se modifier en cours de route, comme tout projet. Mais l'objectif était vraiment de les faire embarquer dans une routine de travail,
dans une responsabilité d'équipe, de les faire participer aux décisions du projet aussi. Donc, on n'avait pas tout décidé. On avait, dans le fond, mis la table, trouvé le financement, trouvé le chargé de projet, l'idée de base, mais ensuite, on voulait leur laisser aux participants de la marge de manœuvre. Donc, vraiment pour que l'aspect créatif aussi, innovateur, que ça ne vienne pas juste de nous. Tu sais, des fois, nous, on est souvent dans les mêmes idées, donc c'est le fun de voir autrement, autre chose. Donc, mais l'objectif de départ, c'était vraiment de dire, bon, là, on est dû pour avoir un projet qui bouge un peu plus, qui donne une expérience de travail, qui va amener de la création dans nos locaux aussi. Donc, c'était vraiment l'idée de base. Puis ça continue d'évoluer. Je pense qu'on a juste à peine une première année de fait, puis je pense que ça continue d'évoluer. Les idées ne diminuent pas, au contraire, là, parce qu'on est dans le feu de l'action, les idées augmentent. Donc, c'est sûr que... Puis en plus, là, c'est ça, je me permets de passer le message, on est en plein recrutement de jeunes qui auraient envie de vivre une expérience de travail. C'est sur une période de 6 mois à peu près. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est un projet très actif. On est vraiment dans l'action. Ils travaillent. Il y a de la formation puis tout ça, mais ils sont vraiment... ils sont dans l'atelier de transformation, bien, ils produisent des choses. Donc, je pense que ça peut être aidant pour plusieurs. Puis, on espère que ça va continuer, mais ce pas les idées qui manquent. Ça fait maintenant environ 5 mois que je participe au projet. Ben moi, ça faisait 2 ans depuis que j'avais perdu mon emploi. Ça allait pas trop bien pour moi. Puis à un moment donné, j'avais envie de me relancer dans le public. Et c'est une travailleuse, justement, que j'ai croisée sur la rue. Elle m'a parlé du projet du Carrefour. Puis, finalement, j'ai décidé de me présenter ici. Puis, à partir de là, ben, j'ai fait mon entrevue, j'ai fait quelques petites démarches, puis je suis rentré ici. C'est un groupe qui nous aide vraiment à apprendre comment être et travailler dans un emploi. Et ça nous aide aussi à trouver un emploi, bien sûr. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Principalement une confiance en moi. J'avais vraiment peur de retourner sur le marché du travail. J'avais peur de l'échec. Ça m'a appris que finalement, j'ai pas grand-chose à craindre. Ça m'a aussi donné beaucoup d'atouts. Maintenant, j'ai beaucoup plus de domaines dans lesquels je peux travailler avec les cours que j'ai eus ici au Carrefour, puis juste l'expérience de travail que j'ai accumulée ici. Dans le fond, dans la première cohorte, on a eu 6 participants au moins. Il y en a qui sont venus... On a eu 6 participants officiels. Il y en a qui sont venus faire des petits bouts. 5 des participants officiels sont venus vivre une expérience quelques semaines puis pour voir un peu, tâter le terrain s'ils aimeraient ça. Mais parmi les participants, il y en a 5 qui ont intégré l'emploi ou retourné à l'école. Donc, il y a seulement une personne qui a abandonné pour des raisons personnelles. Puis, c'est correct, là, il y a eu des apprentissages là aussi qui ont été faits de toute façon, mais tous les autres se sont intégrés en emploi. Il y en a aujourd'hui, juste avant l'ouverture, ils ne pouvaient pas être ici. Il y en a 2, entre autres, qui sont venus nous voir, puis qui ont dit hey, je suis vraiment contente, tu sais, j'ai participé à ça. Puis là, je travaille ailleurs, mais j'ai mis ma contribution. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est pas des grosses cohortes, c'est pas un gros bassin de jeunes, mais je pense que tous ceux qu'on va pouvoir faire vivre cette expérience-là puis qui vont être intéressés, ils vont être les bienvenus. Dans le fond, la boutique Brouhaha, bien, c'est une boutique éphémère. Ça, c'est très important. C'est pas un magasin comme les autres, c'est pas une boutique comme les autres. C'est vraiment là qu'on présente le résultat de ce que tous les jeunes ont fait, ont produit durant les quelques mois qui sont en production. Donc, l'objectif pour nous, c'est important de ne pas leur mettre une pression de production et de fournir à la demande tout ça. Donc, tous les produits qui sont dans la boutique vont être assez uniques. Donc, on retrouve des articles de décoration qui ont été faits à partir de matériaux recyclés. Donc, on réutilise, on redonne une autre vie aux éléments. Ensuite, il y a de la sérigraphie, donc sur les chandails, casquettes. Et il y a aussi la possibilité de faire de la sérigraphie, que les gens viennent,
soit qu'ils achètent un chandail ou une casquette, ou soit qu'ils arrivent aussi avec un chandail ou une casquette et qu'on puisse imprimer quelque chose de leur goût qu'ils ont envie. Donc, il y a ça aussi qui est possible. Donc, il y a des vêtements, bon, on dit chandail, casquette, des articles de décoration, et c'est un peu comme un concept où tout est à vendre dans la boutique. Donc, des cabines d'essayage, aux rideaux des cabines d'essayage, aux miroirs. C'est pas juste les articles, c'est vraiment tout est à vendre. Et ensuite, après quelques semaines d'opération, la boutique fermera et les jeunes retourneront en production. On va la réouvrir quand il y aura assez de matériel pour ça. Et ça se peut que ce ne soit pas les mêmes affaires. Donc, il y a une ligne directrice, là, je pense, les chandails, les casquettes avec la sérigraphie, je pense que ça va rester, mais les motifs vont changer. Mais pour le reste, ça va être différent d'une fois à l'autre. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on voulait, avoir quelque chose d'original, de différent, et que les gens viennent par curiosité, puis se disent, bien, je suis aussi bien d'y aller là, parce que dans un mois, c'est terminé, puis dans 6 mois, quand elle va rouvrir, bien, ça se peut que ce ne soit pas du tout la même chose. Donc, c'était cet aspect-là qu'on voulait aussi créer. On peut dire que c'est une réussite? Ben oui, on est content parce que c'est pas simple, ces projets-là. Et premièrement, de les financer, d'avoir des partenaires. Mais honnêtement, la réponse a été tellement positive de tout le monde que... Puis là, ben, je pense qu'en parlant, ça devrait aider pour que la suite aussi. Donc, pour l'instant, c'est positif. On est content de où on est rendu. Puis on sait qu'on va aller encore plus loin. Les horaires de la boutique, c'est le vendredi de 5h à 9h et le samedi de 10h à 17h. L'entreprise témiscamienne Le Gros Trappeur Fourrure s'est installée dans de nouveaux locaux à Nedlec. L'entreprise a investi 210 000 pour avoir pignon sur rue dans ce village. L'entreprise qui spécialise dans le trap, le tannage de peau, la taxidermie et la transformation s'est aussi dotée d'un moulin industriel pour augmenter sa production. Selon un article de la journaliste Tania Neveu, le projet s'est lancé parce que Pascal, le copropriétaire, cherchait un passe-temps, un atelier dans une petite place de 8 par 10 pour faire du tannage, s'amuser et en faire avec ses amis. Cela fait déjà 8 ou 9 ans. Aujourd'hui, ils ont maintenant une boutique, Pascal et Claude Cardinal, aussi propriétaires de l'entreprise. De cette façon, Pascal reste trappeur et ils peuvent acheter des fourrures de d'autres trappeurs avec leur permis qu'ils ont acquis et un employé en plus. TV Témis a eu la chance d'avoir une visite guidée des locaux de tannage, des bureaux de couture et du magasin en entier. Voici maintenant le reportage de cette rencontre avec Pascal et Claude, qui ont gentiment pris le temps de tout nous montrer. Oh, ben c'est ça, Pascal Alberti, le gros trappeur. Trappeur de 3e génération. Les trappeurs, quand ils envoient des fourrures juste à l'encan, c'est juste des fourrures séchées, je vais t'en montrer. Mais ça, les gars, tu peux pas vivre avec ça. Tu peux plus vivre de la trappe. Non, fait que moi, je transforme tout de A à Z. Du bois jusqu'au mitaine, puis jusqu'à tout ce qu'on fait. Ouais, c'est ça, ouais. Puis aussi, ben, je fais de la taxidermie en paillé. Et ouais, c'est ça. Puis je guide de chasse aussi. Aussi, ce qui est pas pire, on a développé bien d'autres. Tu sais, à un moment donné, les mitaines, tu fais le tour. Dans le fond de la fourrure, là, j'aime bien ça dire, oui, sky is the limit. Il n'y en a pas de limite. On a fait des pantoufles pour un caniche en fourrure. Ça, c'est bien populaire aussi, les poches à bébé. Ouais. Puis, ben, c'est parce qu'on le dit souvent, notre philosophie, c'est qu'on ne gaspille rien. Chaque prise, chaque gibier, on fait le maximum de ce qu'on peut faire avec. On utilise les dents, les griffes pour faire des bijoux. Il y a des artistes qui récupèrent des griffes ou des morceaux de crâne, des morceaux d'os pour faire des œuvres d'art. On a une maroquinerie qui nous achète des dents, des griffes pour faire des attaches avec des sacoches, des ceintures, des trucs comme ça. Puis nos retailles, là, on les utilise jusqu'à temps qu'on ne peut plus rien faire avec. Là. Admettons, on fait une paire de mitaines. Bien là, les retailles, on va faire un coussin avec. Les retailles de ça, on va faire des boules de Noël. On va recouvrir des cadres, des coffres, tout ça. Puis les retailles de ça, là, on fait des bijoux avec. Ça fait qu'on essaye de maximiser là, chaque capture. Puis rien d'impossible. Puis tu sais, je te dirais, nous, à nos débuts, là, on a eu la chance qu'il y ait des commerçants qui étaient bien établis au Témiscamingue.
qui nous ont offert une vitrine, qui nous ont offert un petit coin avec nos étalages, tout ça, pour qu'on se fasse connaître. Ce castor, on rend l'appareil. Ça aussi, je vends un peu d'articles de piégeage. Ben là, je suis comme un peu un dépanneur d'articles de piégeage, mais je vais grossir l'inventaire. Là, ici, c'est la station première, la première étape de transformation. C'est ici, c'est pour ça que là, la pièce est toute fermée, c'est en ciment plastifié, parce que c'est ici que le gibier arrive. C'est ici qui est dépioté, qui est gratté, qui est dégraissé, puis qui va... tu vois, ça, c'est des daims de M. Patron à Néglec, pour faire du crâne blanchi, puis on va retravailler les bois, tout ça. Il faut qu'ils soient nettoyés, désinfectés, stérilisés. C'est ici que la transformation se fait vraiment, là, c'est ici le tannage. Le tannage, là, c'est des étapes de trempage dans différents produits. Ça peut durer de quelques jours à quelques semaines, là, dépendamment de si c'est du castor ou du renard, c'est pas pareil, la fourrure n'est pas saturée. Puis il y a des étapes de trempage, ensuite il y a du rinçage en arrière de moi dans la douche. Puis après ça, c'est baratté qu'on appelle. Avant la baratte, dans le fond, c'est une des dernières étapes. Là, la fourrure est brassée avec des brins de scie spéciaux, tout ça, pour assouplir les cuirs, tout ça. Avant, c'était dans un genre de baril bleu qu'on s'était fabriqué et qui tournait. Mais là, maintenant, c'est ces deux grosses machines-là. On pouvait faire 2 loups à la fois. Fait qu'un processus pour un loup, c'est 2 semaines à peu près. Parce que là, on va pouvoir en faire 8 chacun. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que, parce qu'on avait trop de demandes pour le tannage. Beaucoup de demandes. Puis les délais étaient rendus à 12 à 14 mois. Fait qu'on voulait réduire ça on voudrait réduire ça à 8 à 10 mois. Là, ça serait acceptable. C'est des équipements qui existent quasiment pas. Ça, la fourrure, elle va dedans. En dessous, il y a un bac de récupération parce que c'est un petit bain spécial. Puis la fourrure, elle tourne là-dedans. Elle est brassée. Avec le brin de scie, ça aspire le gras, ça absorbe le gras. Puis la fourrure, le cuir, il se bat, il s'assouplit. Ouais. Et tu vois, avant, c'était des petits barils comme ça, dans le fond. Qu'on a quasi inventé parce qu'on a fait de la recherche, on a visité d'autres tanneries, tout ça, puis on les a adaptés à notre local, à nos besoins, notre façon de travailler. Il y a du dégraissage, après ça on amincit le cuir, des trempages, rinçage, puis après ça puis après ça sèche. C'est prêt. Oui. Tu vois, ça c'est quand elle arrive de l'autre côté, elle a été grattée, séchée. Là, après ça, on la réhydrate, puis là, après, elle fait tous ces processus, puis tu as mis le fourrure de l'autre côté, ça devient du cuir. Ça devient,
Là, après ça, nous, l'autre côté de la confection, là, on la prend quand elle est toute belle, elle sent bon, elle est propre, elle est toute douce, puis là, on fait des items avec. La taxidermie, ça comporte des montages comme ça, du blanchissage de crâne, comme tu vois, montage de panache. Ça va chercher loin la taxidermie, même ceux qui font des papillons, là, ça rentre dans la taxidermie aussi. La station de travail de taxidermie. Ce qui reste installé, c'est dans le coin là-bas, il va y avoir une station pour la peinture pour les poissons. C'est tout fait au airbrush qu'on appelle. Fait que les techniques de taxidermie, là, tu vois, aujourd'hui, c'est des mannequins en uréthane qui sont à l'intérieur. Okay. Le tannage est un petit peu différent. Il y a un processus qui n'est pas fait, qui est le séchage, dans le fond, de la fourrure. On moule les muscles, tout ça, le tour des yeux, c'est des yeux en verre. On place tout ça, on remoule les muscles, puis là, c'est tout recousu. Puis là, ça va au séchage pendant un mois de temps. Quand quelqu'un voit une pièce montée, puis ils ont vu à l'air vivant, bien, on sait qu'on a réussi. C'est ici, quand la fourrure a tout passé partout, bien, c'est la confection. Ça a été notre force, dans le fond, pour l'entreprise, c'est qu'on a commencé comme ça, avec des demandes spéciales. Puis là, avec le temps, bien, on en faisait un petit peu plus pour répondre à la demande. On a des demandes en ligne via Facebook. Heureusement que Facebook existe aussi. Le coin confection est accessible à la boutique parce que vu qu'on fait beaucoup de sur-mesure, bien souvent on va rencontrer le client ici pour prendre des mesures, choisir ses fourrures. Parce que dans le fond, on n'a pas 30 modèles de mitaines. Si je donne un exemple, on a 1 ou 2 modèles, mais c'est les fourrures qui changent. C'est ça. Moi, je me plais à dire que la personne qui va se procurer un produit de notre entreprise, il va être unique à elle, puis elle va l'avoir choisi, elle va l'avoir personnalisé. Fait que moi, je trouve ça important parce que je veux pas, c'est quand même un investissement. Si tu achètes un produit de la fourrure, tu l'as pour longtemps, mais au moins, il est vraiment à ton goût. Il est vraiment selon ton design, ton idée. Voilà! L'automne 2017 en sera un d'élection pour toutes les municipalités du Québec et le Témiscamingue n'y manquera pas. En effet, plusieurs personnes pourraient changer dans les conseils municipaux, mais également au conseil des maires. Dans le cas de la MRC du Témiscamingue, le préfet Arnaud Varolin a annoncé qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat et donc nous allons devoir, en date du 5 novembre 2017, jour de scrutin, avoir un nouveau préfet à la MRC. Je suis allée rencontrer Mireille Bourque, présidente d'élection, qui m'a parlé en détail de la situation d'élection, de son rôle en tant que présidente et des démarches et conditions qu'une personne intéressée à se présenter comme préfet doit-elle entreprendre. Voici l'entrevue. Oui, bien bonjour. Moi, mon nom est Mireille Bourque. Je suis présidente d'élection du préfet au suffrage universel pour la MRC de Témiscamingue. Moi, je suis notaire dans la vie, mais dans le fond, la MRC m'a nommée pour être présidente d'élection au préfet du suffrage universel. Moi, j'ai déjà travaillé au niveau du processus là, de l'élection du préfet en tant que secrétaire d'élection pour la première élection en 2009. Et voilà pour ma présentation. Et voilà. Donc, il y a du changement qui se prépare énormément à l'automne 2017 pour la MRC. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe? Ben oui, l'année 2007, dans le fond, c'est une année d'élection pour toutes les municipalités au Québec, donc pour la MRC Témiscamingue aussi, parce que la MRC, elle élit son préfet au suffrage universel. Fait qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les conseils municipaux et au niveau de la MRC également, parce que Arnaud Varolin a annoncé qu'il ne se représentait pas aux prochaines élections. Oui. Donc, un préfet, son rôle à lui pour la MRC, c'est quoi exactement? Oui. Bien, en fait, le préfet, il a un rôle de leadership puis de représentation. Fait que, dans le fond, il préside le conseil des maires, puis c'est lui qui représente les citoyens, autant au palier territorial, régional et provincial. Okay. Donc, quelqu'un qui voudrait devenir préfet, c'est le rôle qu'il devrait jouer. Oui, c'est ça. Parfait. Et
quel est ton rôle à toi, exactement en tant que président d'Action? Président d'élection. Bien, moi, mon rôle, dans le fond, les présidents d'élection, chaque municipalité a un président d'élection local. Moi, dans le fond, mon rôle, c'est de collaborer avec les municipalités locales à tout le processus électoral comme tel. Fait que dans le fond, moi, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que le processus électoral est respecté, que toutes les étapes sont respectées au niveau de la loi, dans le fond, que toutes les étapes là, sont respectées au niveau de la loi. Et puis, c'est ça, comme le scrutin va se tenir dans chacune des municipalités locales pour les conseils municipaux, mais aussi pour le préfet de la MRC Témiscamingue, bien, c'est sûr que moi, mon rôle, c'est vraiment un rôle de collaboration avec chacun des présidents d'élections là, locaux pour assurer un bon arrimage là, de ces deux élections-là, si on veut, tant au niveau local que pour le préfet de la MRC. C'est bon. Puis, quelle démarche une personne intéressée comme préfet doit-elle faire? Bien, dans le fond, premièrement, c'est sûr que les candidats doivent me contacter d'abord parce que, comme la MRC Témiscamingue est considérée comme une municipalité de plus de 5000 habitants, il y a eu une modification dans la loi qui fait en sorte que les candidats qui voudraient se présenter au poste de préfet doivent maintenant compléter un formulaire pour se faire autoriser leurs dépenses électorales. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est de me contacter parce que ces candidats-là ne doivent faire aucune représentation s'ils n'ont pas été autorisés au niveau de leurs dépenses par ce formulaire-là. Donc, moi, je peux leur fournir ce formulaire-là. Et ensuite, la période de mise en candidature débute vraiment là, le 22 septembre 2017 jusqu'au 6 octobre 2017 à 16h30. Donc, c'est vraiment la période où les candidats qui veulent poser leur candidature, dans le fond, doivent compléter un autre formulaire de mise en candidature à ce moment-là, qui doivent m'apporter là, selon un horaire là, qui a été déterminé dans un avis public. Et puis, ce formulaire-là, dans le fond, les candidats doivent recueillir au moins 10 signatures d'électeurs là, du territoire. Et ça peut être les mêmes 10 électeurs qui signent également leur formulaire d'autorisation de dépenses électorales, parce que dans ce formulaire-là, ça prend également des signatures de 10 électeurs, mais ça peut être les mêmes 10 électeurs qui signent ce formulaire-là également. Donc, les candidats peuvent, dans le fond, peuvent m'apporter leurs deux formulaires en même temps à partir du 22 septembre, s'ils ne veulent pas nécessairement engager de dépenses avant. Mais s'ils veulent commencer déjà à engager des dépenses, bien, il faut absolument que ce formulaire-là d'autorisation de dépenses électorales me soit apporté avant. Puis là, après ça, ensuite, là, quand le 22 septembre démarre, là, bien, ils peuvent m'apporter leur formulaire de mise en candidature là, par la suite. Bien, parfait. Et sinon, qui peut poser sa candidature au poste de préfet? C'est quoi les conditions? Les conditions, bien, dans le fond, il y en a deux. La première, c'est sûr qu'il faut que ça soit une personne qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale au Témiscamingue. Fait que pour ça, il faut respecter certains critères. Donc, pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être majeur au jour du scrutin. Donc, il faut être majeur au 5 novembre 2017. Il faut être une personne physique, être un citoyen canadien, ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi, et être domicilié au Témiscamingue depuis 6 mois ou être propriétaire d'un immeuble au Témiscamingue depuis 12 mois. Fait que ça, c'est la première condition pour être inscrite sur la liste électorale. Et deuxièmement, bien, le candidat doit résider de façon continue ou non depuis au moins les 12 derniers mois au 1er septembre au Témiscamingue. Donc, c'est les deux conditions. OK. Et quelle est la suite maintenant? Bien, dans le fond, là, la suite, si au 6 octobre 2017, on a plus qu'un candidat, dans le fond, qui a présenté une demande de candidature au poste de préfet, bien, automatiquement, il va y avoir des élections. Donc, à ce moment-là, dans le fond, la population va être informée de toutes les étapes au moyen des médias et notamment aussi là, par des avis publics. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, s'il y a plus qu'un candidat, bien, automatiquement, il va y avoir un scrutin là, qui va se tenir le 5 novembre. Et il va y avoir également là, un vote par anticipation là, qui va se tenir le 29 octobre. Et pour terminer, comment on fait pour te contacter? Bien, vous pouvez me contacter, dans le fond, par téléphone. Donc, mon numéro de cellulaire, là, c'est le 819-629-1987.
Ça, c'est mon cellulaire. Vous pouvez toujours me rejoindre également à mon bureau au travail, donc le 819-629-3399, ou par courriel. Donc, il y a un courriel là, spécifique pour l'élection du préfet qui est élection 2017, donc tout ensemble, là, pas d'accent, à commercial. Pas de S, excusez. Oui, pas de S. Élection, pas de S 2017. À commercial, MRC Témiscamingue, en un mot, pas d'accent non plus, .qc.ca. Ou mon courriel au travail qui est mireille.bourque à commercial notarius.net. Donc, il y a plusieurs façons de me rejoindre. On peut rejoindre aussi ma secrétaire d'élection, qui est Caroline Gauthier, qui travaille à la MRC Témiscamingue, parce que chaque président d'élection se fait épauler par un secrétaire d'élection. Donc, Caroline est à la MRC Témiscamingue aussi. On peut la rejoindre au numéro de téléphone 819-629-2829, au poste 21. 221. Oui, c'est ça. 221. Bien, merci beaucoup de ton temps, Mireille. Merci énormément. plaisir. Est-ce que... Merci à toi. Merci. Un mot de la fin pour les électeurs ou... Oui. Ben oui, en tout cas, j'invite tout le monde à rester, dans le fond, à rester connecté là, aux médias et à regarder nos avis publics aussi là, durant le processus électoral. Parce que c'est sûr qu'on veut que les gens aillent voter là, le plus possible. Donc, restez informés, puis on va vous informer là, tout le long du processus. Merci beaucoup. Merci. Donc, je relance. Pour contacter Mireille Bourque, c'est le 819-629-1987 ou par courriel à l'adresse élection2017@mrc-témiscamingue.qc.ca. Élection sans S et sans accent. Faites passer le mot. C'est vendredi le 8 septembre que la fameuse guerre de la 101 s'est déclarée au centre à Témiscamingue. Pour le premier match de la saison 2017-2018 de la GMHL, les Titans de Témiscamingue recevaient la nouvelle équipe de la Ligue, les Pirates de Ville-Marie. Selon un article du journal Le Reflet écrit par le journaliste Guillaume Gonzalez, au moins 600 personnes s'étaient déplacées au centre, dont pas loin d'une centaine depuis Ville-Marie. La première période a démarré sur les chapeaux de roue, les joueurs jouant du coude des deux côtés. Malgré une bonne offensive des Titans, c'est Benoît Arpin qui a inscrit le premier but de la saison et de l'histoire des Pirates à 15 minutes 50. La deuxième période aura vu les Titans prendre l'avant avec 2 buts, respectivement de Michael White et Julien Vaught. Toutefois, l'avance aura été de courte durée puisque les Pirates inscriront 2 buts, Hugo Blum et Maxime Bourrelier, en moins de 3 minutes pour revenir à la marque de 3-2. Le Titan Harald Sandel viendra égaliser à 3-3 à la 7e minute de la 3e période. Mais c'est le Pirate Maxime Burelier qui scrutera le score du match en inscrivant le 4e but avec un peu plus de 5 minutes à jouer au compteur. Malgré toute leur énergie offensive, les Titans n'auront pas réussi à défaire les prouesses du gardien Jean-Mathieu Ouellette qui a remporté la première étoile du match. Si certains doutaient encore de la tenue d'une équipe de hockey junior à Ville-Marie, les joueurs sur la glace ont prouvé qu'ils méritaient et tenaient tête aux Titans, qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde. La saison de hockey promet d'être haletante pour tout le Témiscamingue. Notre collaborateur Francis Prudhomme a reçu en entrevue le président Darcy Brisson pour faire un suivi de la situation. On écoute à l'instant l'entrevue. Les Pirates de Ville-Marie ont entamé leur jeune histoire avec une série de 2 victoires. Lors du match inaugural au centre de Témiscamingue, les Pirates ont vaincu leurs rivaux de la 101 4-3. Juste un retour des choses, alors que c'est le Témiscamingue Benoît Arpin qui a marqué le premier but de l'histoire des Pirates. Le gardien de but natif de Laverlochère, Jean-Mathieu Ouellette, s'est aussi signalé dans la victoire, lui qui a reçu pas moins de 55 lancés. Donc, Darcy Brien, président des Pirates, comment tu as vécu ce match historique de ton point de vue? Je te dirais que c'est un match qui était très, très émotif pour autant pour le président, mais que l'ensemble du conseil d'administration et les propriétaires.
Parce qu'on savait qu'on avait une bonne équipe, mais on ne les avait jamais vus en action. Donc là, on était, fébrile du premier match. 2, que c'était contre Témiscamingue, nos rivaux qu'on s'attend d'avoir toute la saison. Et puis là, de voir nos joueurs performer comme ça à le premier match, parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir de matchs préparatoires. Donc, c'était notre premier match à vie à vie. On était très, très heureux des résultats, là. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match-là, de décrire un peu le clip de jeu? Comment tu peux nous décrire ça, Darcy? Oui, bien, vite fait, je te dirais qu'en première période, on voyait que nos jeux avaient besoin de s'ajuster parce qu'on était tous nouveaux, les joueurs étaient nouveaux à jouer ensemble, même les entraîneurs sont nouveaux, il faut qu'ils s'apprivoisent, qu'ils apprennent à travailler ensemble. Mais on a vu que rapidement, nos joueurs se sont mis dedans. On a beaucoup de rapidité dans le club. Les joueurs, comme on dit, ont des mains. Ça fait qu'ils sont capables de jouer, ils sont très, très rapides. Je te dirais que Témiscamingue ont une carrure plus grosse que nous autres. Les joueurs sont plus gros, mais moins rapides. On est plus rapide, donc on vient à bout de se faufiler puis marquer. La deuxième période, ben, on a été victime d'un petit peu d'indiscipline. On l'a passé pas mal en punition. Mais ça, encore là, d'autres ajustements à faire. Puis on est revenu en troisième avec une bonne troisième période solide où on a marqué le but qui a mis le clou dans le cercueil, là. Parfait. Et justement, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus de ton équipe, de tes joueurs? Bien, je te dirais que la chimie. Il y a une chimie entre ces gars-là qui est incroyable. On a beaucoup de gens de l'Abitibi, du Témiscamingue. On a quelques gars aussi d'extérieur, de l'Europe, tout ça, mais ils sont très bien intégrés. Ces gars-là se connaissent tous depuis longtemps. Puis, il y a une chimie incroyable, même dans la chambre, là, les pratiques, les games. Les gars sont au top, au maximum, puis ils sont arrivés là, enragés. Là. Il y avait quelque chose à défendre. Il y avait une fierté aussi à avoir, donc c'est incroyable, ça. Donc, justement, on peut dire que la chimie est déjà installée dans l'équipe. Les joueurs sont déjà soudés, sont déjà bien partis. Ah oui, les joueurs ensemble sont toujours... L'atmosphère est bonne. Il n'y a pas de mauvais feeling. Tout le monde est heureux, là. Parfait. Puis, justement, 2 victoires en 2 matchs, on peut dire que c'est de bon augure pour le reste de la saison. Oui, c'est de bon augure parce qu'on a pogné 2 équipes qui sont quand même assez solides dans la Ligue, qui ont gagné à date plusieurs matchs dans le match préparatoire, puis même des matchs de saison qui ont gagné. Donc, on s'attend que... Puis on a vu les résultats aussi à la partie, là. C'est pas gênant pantoute, là. Il n'y a personne qui nous donne le son de hockey, là. On va avoir une très bonne équipe, là. Ah oui. Parfait. Puis là, nous parlons peut-être du premier match à domicile le 16 septembre du côté de Ville-Marie. J'imagine que toute l'organisation est fébrile? Oui, l'organisation est fébrile. Il y a une chose que je trouve un peu dommage. On joue le vendredi soir à l'extérieur sur la route à Amalgouine. Donc, nos gars vont avoir un match un peu avec du transport dans le corps, mais ils vont être tellement craqués d'un match d'ouverture que ça va bien aller. On commence avec un tailgate party dans le cours de l'aréna vers 17h samedi, où il va y avoir de la musique et on va pouvoir manger là. Ensuite, l'aréna par la suite, où il va y avoir la présentation des joueurs sur la patinoire. Il va y avoir une mise au jeu officielle aussi avec les instances municipales. Puis, même, je te dirais, vu nos performances de la fin de semaine dernière, la Ligue nous a téléphoné, puis ils vont peut-être être présents aussi, parce qu'ils ont été très impressionnés, puis ils veulent nous voir jouer absolument, là. Donc, par la suite, on va avoir un fantastique match où je prédis une victoire encore. Donc, peut-être en terminant, inviter les gens à venir voir les matchs des Pirates à Ville-Marie? Oui. Comment ça fonctionne? Les gens peuvent... Les gens arrivent à la porte et puis ils vont payer à la porte directement. Vous pouvez acheter vos billets de saison chez Fleurs et Jardin 2000 ou des billets flex pour toute la saison aussi chez Fleurs et Jardin 2000. Mais vous pouvez arriver, vous présenter à la porte et puis il va y avoir de la place pour tout le monde. Puis il va y avoir une ambiance d'enfer, c'est certain, parce que l'aréna va être pleine et puis on crie fort au Témiscamingue. Merci bien, merci beaucoup et bonne saison aux Pirates. Bien, merci beaucoup. Autre nouvelle, le Rift collabore avec différents acteurs du milieu et le Carnaval de Lorrainville s'est intéressé à son expertise dans la mise en place d'un événement pour le Carnaval 2018. Cet événement, qui se retrouvait dans la programmation officielle du Théâtre du Rift de l'automne 2017 en formule hors mur, doit être retiré dû à des circonstances hors du contrôle de l'organisation. Donc, le vendredi du spectacle 8 décembre avec Marine et Rock and Chair est annulé. Toutefois, il faut savoir qu'un des membres de Marine sera en première partie des 2 frères pour les 2 représentations qui auront lieu le dimanche 17 septembre et le lundi 18 septembre 2017.
Il s'agit de Mathieu Langevin, jeune auteur, compositeur, interprète, folk rock, natif de Maniwaki. Le comité organisateur du Carnaval de Lorrainville a pris la décision de poursuivre la belle collaboration avec le Rift en prenant une autre direction. La date de l'événement a changé et le groupe invité également. C'est avec plaisir que Rock and Cheer se produira en première partie du groupe de l'Abitibi qui célèbre ses 20 ans d'existence, La Chicane. C'est avec enthousiasme et que le 23 mars 2018, un vendredi, première date en Abitibi-Témiscamingue, nous accueillerons ce groupe qui, rappelons-nous, avait performé devant une salle de 1600 personnes il y a tout près de 20 ans lors du Carnaval de Lorrainville. Les détails de cet événement suivront et le Rift veillera à contacter et à rembourser toutes les personnes qui ont acheté des billets pour le spectacle annulé. Une jeune fille de gig, Daphné Paquin, a été classée première de sa catégorie des courses de Barrie au Festival Western de Saint-Tite. Âgée de 16 ans, elle pratique cette discipline depuis 4 ans déjà. Selon l'article de Lucie Charret publié dans le journal La Frontière, la jeune Daphné souligne que ses parents font aussi partie de cette victoire car ils la soutiennent et l'accompagnent dans toutes les compétitions. Roch Beaupré a aussi ressenti une grande bouffée de chaleur dans le cœur quand il a vu la victoire de sa jeune protégée en direct et diffusée dans 50 pays à travers le monde. C'est lui qui a entraîné la jument de Daphné pour les courses de Barrie et par la suite, avec son assistante Erika Barbe, ils ont été les entraîneurs de la jeune Daphné Paquin. Pour cette édition du Festival de Saint-Tite, 6 autres participants à la course de Barrie avaient suivi une clinique avec Roch Beaupré, un passionné de chevaux de gig qui œuvre depuis plusieurs années dans ce secteur. À la fin du mois d'août dernier se tenait la première fête des moissons organisée par la municipalité de Duhamel-Ouest et le comité d'aménagement et de loisirs. Accordé à l'article publié dans le journal Le Reflet, la municipalité s'était donné 2 objectifs, accueillir de nouveaux arrivants et faire découvrir le marais La Perrière. Mission accomplie, puisque 4 nouvelles familles étaient présentes et de nombreux citoyens ont découvert le marais pour la première fois. Un rallye forestier, atelier et cueillette de champignons, observation de faune et flore étaient au rendez-vous, tout comme le soleil qui a agrémenté la journée. Bien que toutes les activités étaient gratuites, un pot de dons à Mission Tournesol a permis de ramasser la somme de 102,95 $. Entre 175 et 200 personnes se sont déplacées pour l'événement. Marie-Claire Legault, agente de développement à la municipalité, déclare enchantée que ce fut une première et que c'était une vraie réussite. C'est de bon augure pour l'année prochaine. Il nous a été transmis ici à TV Témis dans un communiqué que Témisco, l'entreprise manufacturière de remorques et semi-remorques située à Notre-Dame-du-Nord, était en train de vivre une première dans l'histoire de l'usine. En effet, le plus gros fardier de l'histoire de Témisco quittait l'usine pour Valleyfield et ensuite a pris le bateau pour l'île de Baffin. La compagnie Baffinland Iron Mines Corp a fait confiance à Témisco pour la fabrication de ce fardier très spécial. Avec une capacité de 130 tonnes, longueur de 89 pieds, largeur de 20 pieds, hauteur du col de cygne à 10 pieds et un poids total de 106 000 livres, l'équipe de Témisco remercie la compagnie pour sa confiance et se félicite d'avoir réalisé ce beau projet. Un nouveau festival verra le jour les 22 et 23 septembre prochains au domaine de la Big-Élis dans l'est du Témiscamingue. Coup de cœur forêt, l'unique rendez-vous au bout du bois témiscamien, a pour objectif de mettre en valeur la forêt, l'un des plus grands atouts de ce secteur de la région. Durant le festival, plusieurs activités gratuites sont prévues pour les petits comme pour les grands. Kiosques de produits de la forêt et d'artisans du bois, ateliers sur les plantes comestibles et sur les insectes, géocaching sont notamment au menu. Une forêt illuminée d'effets spéciaux est également de la programmation, tout comme un souper-spectacle avec l'amateur de la nature et humoriste J.C. Lauzon. D'après l'article publié sur radiocanada.ca, l'agente de développement économique du comité de l'Est témiscamien, Lynn Côté, explique que le festival est né de la volonté concertée des municipalités d'attirer les gens et de redorer l'image de l'Est du Témiscamingue. Elle ajoute que les habitants de l'Est ont voulu d'un festival qui leur ressemble. Les organisateurs espèrent accueillir plusieurs centaines de visiteurs de toute la région. Lynn Côté est d'ailleurs convaincue que les attraits du site sauront les convaincre, tout comme le large éventail d'activités gratuites. Le lac est un site enchanteur pour les voyageurs qui vont débarquer en canot au bord du lac, continuer une marche en flambeau jusqu'à la forêt, illuminée avec des couleurs, et des conteurs également vont être au rendez-vous, comme par exemple Guillaume Beaulieu. La soirée va se terminer autour du feu de camp et c'est pourquoi le lieu de rencontre est la Big-Élis, parce que tout est déjà en place pour ce festival. Le concours photo portrait de famille était un projet initié par les partenaires Génération
et est coordonné par le comité local en persévérance scolaire. Oui, le concours est terminé, mais sera immortalisé par une œuvre d'art commémorative. Ces capsules mettaient en lumière des familles qui intègrent des saines habitudes de vie au quotidien de façon simple. Passer du temps ensemble, bouger, manger sainement, bref, des petits gestes qui ont de l'importance pour le développement des enfants. Le projet culmine avec la réalisation d'une œuvre d'art réunissant plusieurs photos. En collaboration avec la fabrique de Geppetto, c'est le 23 septembre que ce projet va prendre forme en une activité familiale. Une autre collaboration qui engendre des projets gratifiants. Cette année, il y a une hausse exceptionnelle d'étudiants, surtout à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En effet, en tenant compte des étudiants qui seront diplômés et de ceux à temps partiel qui connaissent une légère hausse de 4 %, celle des étudiants à temps plein est de 8 %. Dans un article de Patrick Rodrigue publié dans le journal La Frontière, M. Denis Martel, recteur intérimaire, lui explique que cette hausse provient sans doute des programmes particuliers que l'université offre. Les formations en création de cinéma d'animation et en art-thérapie distinguent beaucoup. Cet attrait se fait sentir bien au-delà des frontières du Québec alors que 200 nouveaux étudiants provenant de 37 pays différents se sont inscrits cet automne. Le total d'étudiants monte à près de 400. Des étudiants venant de la Suisse, de la Belgique, du Congo, du Cameroun, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, de la Chine, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Malgré la rigueur austère qui est imposée au personnel, Denis Martel explique qu'ils ont pris la décision de continuer d'embaucher des professeurs parce que le développement, c'est surtout par eux que ça passe. Les équipes au final sont plus petites que dans les autres universités, mais elles sont tout aussi dynamiques et leur réputation est connue un peu partout dans le monde. Autre nouvelle, la saison de la Ligue de softball du Témiscamingue s'est achevée à la fin du mois d'août dernier à Lorrainville lors du tournoi de clôture. Celui-ci en était à sa 8e édition. Annick Pichette confirme que le tournoi du côté des hommes et des femmes s'est très bien déroulé. Il a fait super beau, les gens étaient au rendez-vous, les estrades étaient remplies, tous étaient très satisfaits. Et ce, malgré le fait qu'il y avait plusieurs événements en même temps cette fin de semaine-là. Mais le beau temps a fait que les amateurs étaient au rendez-vous. Dans un article du journaliste Guillaume Gonzalez publié dans le journal Le Reflet, Annick Pichette concède toutefois que la fraîcheur des soirées a eu un léger incident sur l'achalandage du spectacle de samedi soir, mais elle conclut que les gens présents ont eu énormément de plaisir à fêter sous le chapiteau grâce aux performances de Danny Pouliot et Bullseye. L'événement aura permis de souligner les 60 ans du doyen de la Ligue, Yvon Gagné. L'organisation lui a remis un chandail d'honneur pour l'occasion. Il se donne rendez-vous pour la saison prochaine. La succession de Marcel Bégin, cet homme de Sainte-Germaine-Boulay décédé le 12 juillet 2014 dans un accident de bateau à Belle-Terre, peut enfin dormir en paix. Le 11 août 2015, à la Chambre civile de la Cour supérieure du Québec à Rouyn-Noranda, la veuve de M. Bégin, Angèle Tardif, avait intenté une poursuite déposée contre Fernand Breton et Carl Bégin, les tenant comme responsables de l'accident qui avait coûté la vie à Marcel Bégin. La cause s'est réglée hors cour le 24 juillet 2017. Il n'est donc pas possible de tenir les détails sur le règlement. La tragédie avait eu lieu dans l'après-midi du 12 juillet 2014 lors d'une excursion de pêche au lac à la Truite près de Belle-Terre. Angèle Tardif et Marcel Bégin prenaient alors place sur une embarcation de type ponton en compagnie de Carl Bégin. Des amis et d'autres membres de la famille les suivaient à bord d'un autre ponton, celui-ci piloté par Fernand Breton. Alors que Carl Bégin avait arrêté son embarcation pour que les occupants puissent observer un groupe d'outardes sur le lac, le ponton conduit par Fernand Breton a percuté celui-ci. Marcel Bégin, âgé de 72 ans, qui se trouvait à l'arrière, avait été grièvement blessé et a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. La poursuite soutenait que Carl Bégin avait manqué à son devoir de sécurité envers ses passagers en omettant d'utiliser des signaux sonores pour que, tel que le prévoit la réglementation, prévenir toute l'embarcation de son immobilisation sur le lac. Elle alléguait aussi qu'il aurait décidé d'immobiliser son ponton sans prêter une attention suffisante à celui qui le suivait. Quant à Fernand Breton, la poursuite argumentait qu'il avait omis de maintenir une vitesse et une distance sécuritaire compte tenu des circonstances et qu'il n'avait pas prêté une attention suffisante à l'embarcation qui le précédait. Le 6 septembre dernier, à Wanowe, se tenait un touchant hommage au père Cadieux. En effet, après 36 ans de service, le prêtre quittera la communauté de Wanowe Long Point First Nation. Rémi Cadieux était le dernier missionnaire des Oblates de Marie-Immaculée en région, mais aussi l'un des 2 seuls hommes blancs nommés chefs honoraires, et ce, à travers le Canada.
La cérémonie présidée par l'ancien chef Jimmy Hunter s'est faite en présence de Jean Cotton, administrateur de la Fondation de l'UQAT et ami personnel du Parc Adieu. Aussi, il y avait le nouveau chef Steve Mathias, ainsi que Normand Thomas, prêtre à la Tulipe, et qui assurera désormais le service à Wanowe. De nombreuses personnes de la communauté et de l'extérieur étaient aussi présentes pour souligner l'événement. Les hommages se sont succédés, dont celui du chef Mathias qui a souligné l'intelligence, le grand cœur, mais surtout la grande implication du père dans la communauté. Le chef Mathias confie dans un article du journal Le Reflet que même s'il part, son esprit va toujours rester au sein de la communauté. En plus du service religieux, le Parc Adieu est notamment reconnu pour avoir beaucoup œuvré pour l'éducation, la médecine, en partageant son savoir sur les plantes médicinales notamment, mais aussi pour ses talents de réflexologue, autant sur les humains que sur les animaux. Preuve que le prêtre a marqué la communauté, le conseil de bande a même adopté une nouvelle loi nommée la loi 36. Cette dernière stipule que bien que le conseil accepte la retraite du père, il n'approuve pas son départ de la communauté. Son départ serait déclaré illégal ainsi que toute personne l'aidant dans sa démarche. Cette loi, évidemment symbolique, n'empêchera pas Rémi Cadieux de partir pour Richelieu, lieu des retraites des Oblats. Mais elle démontre tout l'amour que la communauté porte envers le père, et cet amour est réciproque. C'est les larmes aux yeux que le père Cadieux conclut son allocution en citant le célèbre adage du frère Moffett « On quitte le Témiscamingue, mais le Témiscamingue ne nous quitte pas ». Voilà ce qui complète le bulletin de nouvelles d'Infotémis pour cette semaine. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux des émissions spéciales de notre nouvelle programmation, telles que 100% Témis qui sera également en diffusion sur les ondes de CKVM FM 93.1 les lundis et jeudis de 19h à 20h. Ne manquez pas le premier épisode de La Fourche à la Fourchette cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. L'équipe de TV Témis vous souhaite une excellente semaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.